Bonjour à tous, donc on va démarrer cette conférence sur le Web Analytics. Je vous remercie tous d'être venus assister à cette conférence sur le sujet du Lean Analytics. J'espère que vous aurez l'occasion d'apprendre tout un tas de choses autour de ce sujet qui est un sujet passionnant. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Lionel Charpin, je suis le fondateur de l'agence Empirique, qui est une agence de web marketing et de web analytics. J'ai une expérience maintenant de 11 ans en référencement naturel, référencement payant, web analytics. J'ai eu l'occasion de gérer plus d'une centaine de projets, aussi bien pour des grandes entreprises, des collectivités, des ETI ou des PME, au sein de diverses agences de Rhône-Alpes où j'ai pu travailler pendant plusieurs années. Je suis également formateur à la Cegos, qui est le leader européen de la formation professionnelle. On aura l'occasion de pas mal parler de la Cegos, puisque c'est l'étude de cas que j'ai choisi de vous présenter pour illustrer le principe du Lean Analytics. Et enfin, je suis intervenant à l'université Lyon 2. Alors, le sommaire de cette conférence, on commencera par une rapide présentation d'Empirique. Et ensuite, on abordera, on évoquera le Lean. Alors, le Lean, classiquement, tel qu'on le retrouve dans l'industrie ou dans les services. Et ensuite, appliqué concrètement au web via une étude de cas pour la Cegos. Et on terminera enfin par des questions-réponses. Je prendrai quelques minutes pour répondre à vos éventuelles questions et réponses. Alors, rapidement au niveau de la présentation de la société. Donc, Empirique, c'est une agence de web marketing qui exploite la donnée au service du développement économique de ses clients. La donnée, on parle beaucoup en ce moment de phénomènes de big data, de data. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance, et on le verra dans la suite de la présentation, d'avoir accès à un nombre extrêmement important d'indicateurs, à un volume de données considérable qui peuvent nous permettre tout simplement de piloter en fait nos activités web marketing, nos activités digitales à partir de données factuelles, en évitant au maximum de faire confiance à son intuition. Son intuition, bien sûr, est intéressante dans certains cas, dans certaines problématiques, mais avec cette présence forte de la donnée sur Internet, on peut rapidement valider ses intuitions de départ pour conforter la stratégie. C'est ce qu'on verra notamment dans les démarches de Lean Startup ou de Lean Analytics. Donc on intervient, je dirais, sur tous les leviers en fait du web marketing, de l'acquisition via le référencement naturel, les liens sponsorisés ou des campagnes display, à la conversion par l'A/B testing, par l'e-merchandising ou par le retargeting. Comme vous le verrez tout au long de la présentation, on accorde une place très forte, très importante au Web Analytics, c'est-à-dire exploiter les outils type Google Analytics, AT Internet ou d'autres outils spécifiques pour, encore une fois, analyser, valider la stratégie e-marketing qui a été déterminée. Nos objectifs en termes clients, c'est bien sûr de développer la performance digitale. C'est naturellement aujourd'hui ce qu'on vient rechercher quand on fait appel à une agence de web marketing. C'est bien évidemment de développer l'image, l'e-réputation, de développer le trafic, la génération de leads pour un site B2B ou bien sûr les ventes pour un site e-commerce. Donc ça, naturellement, je dirais, c'est plus une différenciation possible pour un acteur du web marketing, c'est bien la finalité d'une prestation web marketing. En parallèle, bien sûr qu'il faut développer la performance, mais il faut bien sûr optimiser les investissements. Qu'ils soient bien sûr financiers, par exemple dans les budgets d'achat de mots-clés, mais aussi techniques, parce que des actions de web marketing peuvent générer des préconisations techniques, des optimisations du code, des optimisations des CMS, et ça, bien évidemment, il faut en tenir compte. Et puis aussi dans l'investissement humain, parce que des préconisations, des actions web marketing peuvent générer aussi quelques mutations, quelques changements d'un point de vue du pilotage interne des activités digitales,
dans la réécriture, dans la rédaction de contenu ou dans le pilotage de certaines campagnes publicitaires. Donc on doit bien évidemment ne pas perdre de vue ces deux objectifs. Si par exemple on veut développer la performance digitale sans se soucier de la rentabilité, c'est très simple, je dirais, et il n'y a pas besoin de faire appel à un acteur et un spécialiste du web marketing. Il va suffire de dépenser quelques milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros en campagne AdWords, et au final on va développer les ventes ou le chiffre d'affaires. Au niveau des références, alors on travaille aussi bien pour des banques type Société Générale, BNP Paribas, des acteurs de la formation comme la Ségos et l'AFNOR, ou des acteurs du tourisme. Alors c'est intéressant parce que ce sont aussi des acteurs, on le verra par la suite, qui ont déployé aussi des démarches lean, par exemple à la Société Générale ou chez BNP Paribas. Et quant à l'AFNOR ou à la Ségos, ce sont aussi des acteurs qui divulguent, qui apportent des formations sur ces sujets du lean. Alors, en termes d'approche, l'agence s'appelle Empirique parce que on est parti justement de cette philosophie de l'empirisme. Je rappelle la définition du Larousse. C'est une méthode reposant exclusivement sur l'expérience, sur les données et excluant les systèmes a priori. Voilà, donc ça c'est, je dirais, le fondement de départ, l'idée principale qui a été à la genèse du projet empirique et même à la genèse de sa dénomination. C'est tout simplement d'avoir un pilotage qui soit orienté autour de la data, on va appeler de data driven decision, donc que ce soit les données issues des outils de web analytics, mais aussi des données fournies par l'entreprise en interne, et puis également de développer aussi cette culture du test par l'A/B testing notamment. Et donc cette philosophie de la data et du test, on le fédère dans l'approche et la philosophie du Lean Analytics. Donc c'est quelque chose que je vais maintenant vous présenter, donc le Lean et bien sûr le Lean Analytics. Alors, tout d'abord, le Lean. Alors quand on pense Lean, on va penser à Toyota, qui est aujourd'hui le leader mondial de l'automobile et qui est devenu en quelques années ce leader-là en partant au début des années 50 en étant un simple fabricant de machines à tisser. Et c'est grâce à la mise en application des approches Lean que Toyota a réussi ce développement et cette croissance exponentielle grâce en fait à des voitures qui sont irréprochables d'un point de vue qualité et d'un point de vue de la fiabilité. Donc les inventeurs du Lean, ce sont bien les ingénieurs de Toyota. Ensuite, les Américains ont conceptualisé cette approche, notamment des scientifiques du MIT, donc l'éminente école technologique de Boston, qui ont conceptualisé cette approche de méthode de production de Toyota en l'appelant Lean. Lean veut dire mince. Donc cette approche, on y reviendra par la suite, s'inscrit justement en décalage avec les méthodes de production qui étaient jusque-là les méthodes de référence dans l'industrie et dans l'industrie automobile, qui étaient le Fordisme ou le Taylorisme avec une production à la chaîne et un découpage des tâches. Au passage, je remercie également donc la société Progress Partners avec qui je travaille sur justement ces démarches Lean. Progress Partners est un cabinet de conseil spécialisé en Lean et en amélioration continue. Et on a trouvé intéressant d'associer nos compétences et nos expertises, leurs expertises en Lean qu'ils mettent en application pour des entreprises dans le domaine de l'industrie ou dans les services, et les compétences d'Empirique en digital et en web marketing. Parce qu'on pense qu'on peut justement apporter au sein du web marketing et du digital des méthodes qui ont fait leurs preuves, qui se caractérisent par une rigueur et à une capacité aussi, bien sûr, à améliorer un certain nombre de résultats. Alors, dans le Lean, on va distinguer deux approches, deux courants, deux corollaires qui sont, l'approche Lean, où l'objectif va être d'identifier les tâches à faible valeur ajoutée, il manque un petit mot, pour bien sûr les éliminer. Donc on va parler notamment de Muda,
hein, dans le Lean, on a beaucoup de vocabulaire japonais. Un muda étant un gaspillage, l'objectif va être d'éliminer au maximum les gaspillages qui vont se matérialiser dans une chaîne de production, dans une logique de réduire les coûts et surtout de développer la vitesse et cette rapidité. Mais cette approche Lean également va de pair à la philosophie Six Sigma, qui est une philosophie orientée autour de la qualité des produits, en notamment éliminant ce qu'on appelle la variabilité et l'incertitude. Donc la combinaison des approches Lean et des approches Six Sigma dans l'industrie et dans les services, cette vitesse et cette précision, au final, va améliorer la performance et améliorer le retour sur investissement. Alors, on va avoir un certain nombre de success stories, alors notamment dans les services, hein, par exemple American Express qui a économisé 200 millions de dollars par an, Telefonica, donc l'opérateur téléphonique espagnol qui économise 30 millions d'euros par an, Bank One qui est une banque qui a économisé plusieurs millions de dollars par an, Lockheed Martin qui est un fabricant américain d'avions de chasse qui économise également beaucoup d'argent grâce à des approches Lean. Alors également des acteurs français, des grandes entreprises, Société Générale, Manpower, La Poste et AXA également déploient, initient des démarches de Lean Service, mais ce sont des initiatives trop récentes pour qu'aujourd'hui on puisse en observer et en mesurer des résultats concrets. Alors c'est une approche qui est utilisée historiquement dans les services, mais qui commence aussi à être exploitée au niveau Internet. Alors justement, quel est le point commun entre Facebook, YouTube et Amazon, hein, si ce n'est que ce sont trois mastodontes américains du digital? Ce sont des sites web qui ont adopté un processus itératif d'amélioration continue. Le principe, c'est que ces outils-là ne vont pas forcément être refondus, comme on va le faire traditionnellement sur un projet web, où on va du jour au lendemain, je dirais, tout changer, l'ergonomie, le design, les contenus ou la technologie. Facebook, YouTube et Amazon, eux, ce sont des sites qui vont constamment évoluer, s'améliorer pour rechercher la vitesse et la rapidité. Donc ce sont des sites qui ont adopté ces démarches Lean, des démarches itératives, des démarches de cycle court dans une optique d'amélioration continue. Alors, on va également évoquer la dimension du Lean Startup. Alors, le Lean Startup, c'est un concept qui a été théorisé par Eric Ries dans son livre Lean Startup, dont je recommande vivement la lecture, qui est un livre passionnant. L'approche Lean Startup, en fait, s'adapte beaucoup à l'entrepreneuriat et notamment le lancement d'un produit dans un univers numérique, dans un univers digital, un univers de grande incertitude. On en reparlera tout à l'heure par rapport à ce contexte de grande incertitude. Donc les grandes étapes du Lean Startup va être, bien sûr, naturellement, tout part de l'idée, de l'hypothèse de départ, l'idée de service, l'idée d'un nouveau produit, l'idée d'une proposition de valeur qu'on va apporter à ses clients. L'objectif derrière va être, au lieu de partir dans des cycles de conception, de développement très longs, de quelques mois, où on prendrait le risque, le jour où on propose son produit et son service qui ne correspondent plus ou pas aux attentes de ses internautes, va être tout de suite de créer ce qu'on appelle un PMV, un produit minimum viable, qui est en fait un prototype suffisamment abouti pour qu'on puisse déjà en retirer un certain nombre d'enseignements par le feedback client. Donc là, vraiment, la philosophie du Lean Startup va être de rechercher systématiquement et rapidement le feedback client, d'analyser les données, de dialoguer aussi avec ces feedbacks clients, et derrière, en fonction de ces résultats, d'accélérer, c'est-à-dire on va continuer la stratégie qui a été imaginée dans les hypothèses de départ. Le PMV, le feedback client viennent conforter les tests de départ, mais par contre, on va aussi ne pas hésiter à pivoter, c'est-à-dire à réorienter son business model, à réorienter son pilotage, réorienter les caractéristiques de son produit
en fonction du feedback client. Alors, un site qui a été développé dans cette démarche de Lean Startup, c'est le site Groupon, hein, que vous connaissez tous, donc qui est le site d'achat groupé. En fait, à la base, Groupon, c'était un blog WordPress qui avait été donc lancé par les fondateurs de Groupon et qui était destiné uniquement au quartier de Chicago où il résidait. Et là, le premier deal a été autour d'un restaurant, d'une pizzeria. Et les donc concepteurs du site ont choisi très rapidement de tester leur concept auprès d'une population limitée. Hein. C'était vraiment leur quartier, voire même leur rue de Chicago. Et puis, à partir des résultats qu'ils ont eus par rapport à cette initiative, ils ont ensuite développé le site à l'échelle de Chicago, puis ensuite à l'échelle du pays des États-Unis, et puis ensuite a investi d'autres pays comme la France. Donc ça, c'est la démarche du Lean Startup, hein, qui est une démarche qui est vraiment intéressante et applicable dans l'entrepreneuriat et dans le lancement de produits et de services dans le domaine des nouvelles technologies. Alors maintenant, on va extrapoler par rapport à ces philosophies du Lean et du Lean Startup par rapport au Lean Analytics. En résumé, la philosophie du Lean, c'est le feedback client, c'est les cycles courts et itératifs, c'est le pilotage de ces activités par les indicateurs et non systématiquement par des intuitions. Ce sont tout simplement des valeurs clés, des messages clés qu'on peut parfaitement adapter au Web Analytics, au pilotage de ces activités Web Marketing. Donc j'ai choisi d'illustrer cette approche-là par une étude de cas et un projet que l'on a eu l'occasion de mettre en œuvre pour la Ségos. Alors, on va commencer par quelques chiffres sur le contexte digital côté internaute. Déjà, on va observer dans le tourisme qu'un internaute va consulter 36 sites avant d'effectuer une réservation sur un espace de 14 jours. Donc l'internaute, vous comme moi, vous allez prendre le temps de comparer, vous allez prendre le temps de regarder les offres des concurrents, d'aller sur les comparateurs de prix, les sites d'avis clients, les forums, pour prendre votre décision. Donc on voit bien que l'internaute est vraiment dans une logique de consommation forte de l'information et qu'il n'est plus forcément aussi fidèle à une marque comme on pouvait auparavant l'identifier dans le commerce traditionnel, hein, avant Internet, où globalement on restait assez fidèle à une entreprise. Cette notion de fidélité à une marque, aujourd'hui, n'est plus du tout de mise avec l'activité Internet, avec cette profusion de contenu et cette profusion d'offres. En parallèle, l'internaute, une fois qu'il est arrivé sur le site, en 6 secondes, va se décider à rester ou non sur le site web. Est-ce que le site est ergonomiquement bien fait? Est-ce que le design est attrayant? Est-ce qu'ergonomiquement, je comprends où j'atterris et je comprends là où je peux aller? Est-ce que le temps de chargement, tout simplement, est suffisamment court? Voilà. Donc il y a tout un tas de facteurs qui vont inciter l'internaute à rester ou non sur une page web. Donc au final, on va observer un taux de rebond moyen d'un site internet qui est de 40%. Alors qu'est-ce que le taux de rebond? Le taux de rebond, c'est un indicateur qui matérialise le nombre d'internautes qui n'ont consulté qu'une seule page quand ils arrivent sur un site internet. Donc forcément, plus ce taux-là, cet indicateur-là est élevé, plus on aura tendance à dire que la visite est de mauvaise qualité. J'ai tapé un mot-clé dans Google, je clique sur une annonce, j'arrive sur la page de résultats. Pour tout un tas de raisons, je décide de repartir et de cliquer sur le lien du concurrent. Donc ce taux de rebond moyen de 40%, alors dans certains cas peut s'expliquer, parce qu'on peut aussi constater et avoir dès la page qui s'affiche directement l'information recherchée, mais quand même l'objectif d'un site web, c'est d'inciter à la découverte d'autres pages, à la navigation, à la consultation d'autres produits. Au final, on va observer que le taux de conversion moyen, alors le taux de conversion, c'est le ratio sur 100 internautes, combien ont
réaliser l'action attendue sur le site web. Sur un site B2B, ça va être de prendre contact avec l'entreprise, soit via un formulaire de contact, soit par téléphone, soit via par exemple un module de messagerie, de chat instantané. Donc ce taux de conversion, il est de 2% sur Internet. Sur un magasin physique, il est entre 40 et 60%. Donc on voit bien que ce taux de conversion, il y a quand même un gap énorme entre le taux de conversion moyen observé sur Internet et ce qu'on observe dans les magasins physiques. Alors, c'est normal d'avoir un tel décalage, déjà parce que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le concurrent sur Internet, il est à portée de clic. Alors que si le samedi après-midi, vous allez à Ikea Saint-Priest, que vous mettez 2 heures à vous garer, globalement, vous rentrez dans le magasin, la table que vous aviez prévu d'acheter, là vous allez l'acheter parce que vous n'avez pas forcément envie de vous retaper les bouchons pour aller acheter ce produit. Sur Internet, on n'a pas cette problématique. Le concurrent est à portée de clic, donc on va très facilement pouvoir comparer les offres et très facilement consulter d'autres produits avant d'acheter. Globalement, quand on regarde le comportement de ces internautes, on observe que on est, côté annonceur, encore aujourd'hui beaucoup dans une logique d'acquisition de trafic. L'indicateur vraiment qui nous intéresse, c'est le nombre de visites, alors qu'on voit bien qu'il y a un enjeu fort dans la capacité d'un site à, inciter l'internaute à rester sur le site, à découvrir d'autres pages, à naviguer à l'intérieur des pages du site web, et puis aussi, au final, bien sûr, de convertir, d'acheter, de s'inscrire à un événement ou d'effectuer une demande de réservation. En parallèle, côté annonceur, on se rend compte que 61% des sociétés ne priorisent et n'évaluent pas les campagnes e-marketing. 69% de ces sociétés n'utilisent pas d'approche test and control pour contrôler et évaluer l'efficacité de leur campagne web marketing. Et 73% n'assignent pas d'objectif marketing business à chaque campagne. C'est bien dommage parce qu'on a, grâce au Web Analytics et grâce aux outils disponibles sur Internet, une capacité très forte à mesurer très finement l'impact de ces actions et, in fine, bien sûr, à déterminer des objectifs pour chacune de ces campagnes. On va observer aussi un contexte incertain au niveau du référencement naturel, notamment avec Google. Vous avez entendu parler de Google Panda et Google Penguin, qui ont été donc des mises à jour majeures de l'algorithme de Google, effectuées en 2010 et en 2012, et qui ont impacté la performance, le référencement de certains sites, de certains sites web. Encore très récemment, Google a mis à jour son nouvel algorithme, qui est Google Hummingbird, donc qui est le nom d'un colibri, avec aussi une mutation de plus en plus forte, avec l'affichage de plus en plus important des posts de Google+, avec une prédisposition, une visibilité de plus en plus forte aussi des liens sponsorisés au détriment du référencement naturel. La progression également du phénomène Not Provided, pour ceux qui ne connaissent pas, aujourd'hui, à peu près 50% des visites, depuis les moteurs de recherche, on ne va plus pouvoir être capable de récupérer le mot-clé qui a été tapé par les internautes. Et pour les professionnels du référencement, c'était jusqu'à maintenant un indicateur extrêmement important pour analyser l'efficacité de ces actions de référencement et bien sûr identifier des nouvelles pistes d'amélioration. Aujourd'hui, le phénomène du Not Provided est de 50%, donc une visite sur deux, on ne récupère plus le mot-clé via Google Analytics ou via Xity AT Internet, des outils de Web Analytics. Et on prévoit que ce phénomène représente 100% des visites d'ici la fin de l'année. Donc je ne dis pas que le référencement naturel, c'est un levier qu'il faut maintenant ignorer. Ça reste un levier majeur et fondamental d'une action web marketing. Ça peut représenter 40 à 70% du trafic et du business d'un site web. Mais aujourd'hui, on constate une grande incertitude liée à la position de monopole de Google, qui aujourd'hui a plus de 90% de part de marché en France et dans la majorité des pays occidentaux, et qui se permet de changer régulièrement les règles du jeu,
de faire évoluer son algorithme. Et donc, du coup, pour les entreprises qui sont dépendantes d'Internet et dépendantes du référencement, ça veut dire qu'une part trop importante de son business va être dépendant d'un seul acteur. Et on sait dans ces cas-là qu'on va être en danger. Donc, plus que jamais, il est fondamental et nécessaire de travailler sur des problématiques de conversion et d'optimisation de la navigation. Une fois que l'internaute est arrivé sur le site, c'est à vous de jouer au maximum pour faire en sorte qu'il arrive à la finalité attendue, qui va être l'achat ou l'inscription à un événement ou la prise de contact avec votre entreprise. Alors, dans ce contexte, on aussi se rend compte que les stratégies digitales sont trop souvent conçues de façon intuitive. Alors, c'est ce que les Américains vont appeler les stratégies HIPPO, Highest Paid Person, c'est-à-dire que tout simplement, c'est la personne la mieux payée dans une entreprise. La plupart du temps, c'est la personne qui a bien sûr le pouvoir le plus important qui va imposer, orienter la stratégie digitale. Sauf que c'est important, bien évidemment, quand on est une agence ou un prestataire, de satisfaire son client, mais le client n'est pas la cible du site web. On doit savoir parler à son client, mais on doit surtout savoir parler via le site web au client de son client. Donc aujourd'hui, les stratégies digitales, c'est un petit peu la roulette russe. On va encore trop souvent les concevoir de façon intuitive. Alors ce n'est bien sûr pas systématique. Les choses évoluent justement par l'arrivée de ces démarches de Web Analytics et de Lean Analytics, mais c'est vrai que c'est un phénomène encore trop présent. Alors, donc, dans ce contexte-là, on se rend compte que l'on est vraiment dans un contexte de grande incertitude. Une incertitude du côté des internautes qui est dans une logique de surconsommation, de volatilité, de zapping des sites web. On est dans une grande incertitude également par rapport à la concurrence, puisque sur Internet, la concurrence, elle n'est pas toujours identifiable. Autant dans la vraie vie, on peut avoir la facilité aujourd'hui d'identifier ses concurrents. Sur Internet, la concurrence, potentiellement, on peut être concurrent de Wikipédia si on convoite les mêmes mots-clés en référencement naturel. D'un point de vue de business, on peut être concurrent d'Amazon, mais aussi de milliers de sites spécialisés ou de sites e-commerce. Donc là aussi, il est difficile aujourd'hui d'identifier une concurrence et d'analyser sa stratégie pour piloter la sienne. On est également dans un monde de grande incertitude par rapport à la stratégie et au pilotage de ces activités par les annonceurs. Donc cette grande incertitude aujourd'hui, ce n'est pas une menace, c'est surtout une opportunité pour refondre, pour réorienter sa façon de piloter ses activités web marketing et digitales. Alors, de nouvelles opportunités existent. La première, c'est que grâce à Internet, on a une facilité à recueillir le comportement de l'internaute qu'on ne peut pas retrouver forcément dans d'autres secteurs d'activité, des secteurs d'activité traditionnels. Là, avec Internet, on a la facilité technologique à très facilement recueillir l'avis client. Et on peut aussi collecter facilement et rapidement l'information, mettre très rapidement sur le marché un nouveau produit, un nouveau service ou des nouvelles fonctionnalités. Alors, quels sont les outils de recueil de feedback client? Alors, ces outils, que ce soit les outils de Web Analytics, les outils de sondage en ligne ou des outils d'A/B testing, ce sont des outils qui se caractérisent par une très grande facilité d'implémentation technique. Et ça, aujourd'hui, c'est une avancée majeure que l'on a observée ces dernières années. C'est l'arrivée de solutions comme Tag Manager ou Tag Commander qui vont permettre, par exemple, de piloter ces marqueurs de Web Analytics à distance via une interface WYSIWYG et on va pouvoir très facilement faire évoluer, optimiser son plan de marquage. Et ça, c'est vraiment une avancée majeure parce qu'auparavant, le service marketing était dépendant du service technique pour l'intégration des marqueurs et cette dépendance
deux entités au sein d'une entreprise qui ne se parlent pas forcément tous les jours, qui n'ont pas forcément les mêmes problématiques ou les mêmes contraintes, cette lenteur de processus de décision allait à l'encontre de la célérité, de la rapidité du web. Donc aujourd'hui, avec tous ces outils-là, on va être capable d'administrer ces campagnes sans connaissance technique pour piloter très facilement et très rapidement ces campagnes. Donc on va retrouver bien sûr les outils de Web Analytics, Google Analytics étant le principal outil de Web Analytics dans le monde, plus de 80% de part de marché, c'est normal. C'est un outil gratuit qui dispose en plus de fonctionnalités très intéressantes et qui est en plus parfaitement connectable aux autres services de Google tels que Google AdWords ou Google Webmaster Tool. On va retrouver également d'autres acteurs. Alors, je vous présente AT Internet, parce que c'est anciennement Xiti. C'est une très belle réussite de l'Internet français, puisque aujourd'hui, c'est une entreprise qui audite l'audience de plus de 350 000 sites web et qui est le leader européen de la mesure d'audience, des solutions payantes naturellement, et le premier acteur non américain de la mesure d'audience. Le premier acteur de Web Analytics sur les solutions payantes, c'est la société Omniture qui a été rachetée par Adobe. En parallèle de ces outils de Web Analytics, ces outils de Web Analytics vont donner des informations quant au nombre de visites, au comportement de l'internaute sur le site. On va retrouver des outils comme les outils de sondage en ligne qui vont permettre en parallèle de recueillir des informations qualitatives. Et ce sont des outils qui sont parfaitement complémentaires des outils de Web Analytics. Un outil de Web Analytics, par exemple, va matérialiser un taux de rebond élevé, mais ne va pas forcément vous indiquer l'origine de ce taux de rebond. Qu'est-ce qui a fait qu'on a eu beaucoup d'internautes qui ne sont pas restés sur une page? Le sondage en ligne va être justement un outil complémentaire pour recueillir du déclaratif, des données qualitatives par rapport à l'expérience de l'internaute sur le site web. Troisième catégorie d'outils, c'est les outils d'A/B testing. Le principe de l'A/B testing, tout simplement, va être de proposer deux variantes d'une même page. Deux variantes, ça veut dire qu'on va modifier le texte, l'emplacement de certains éléments, l'emplacement d'un bouton, d'un call to action, ajouter des témoignages, des certifications, des facteurs de réassurance. On va proposer deux variantes de pages, les mettre en parallèle sur le site internet, et de façon aléatoire, un internaute va être confronté à une des deux variantes. L'intérêt de l'A/B testing, qui est vraiment une discipline formidable, et j'aurai l'occasion d'y revenir, va être tout simplement de voir quelle est la version qui fonctionne le plus, qui génère le plus de taux de conversion, qui génère le plus de conversion. Alors, si on en vient maintenant à l'approche du Lean Analytics, donc le principe du Lean Analytics va être aussi d'emprunter aux démarches Lean et aux démarches d'amélioration de la qualité certains concepts, certaines approches et certains outils qui ont fait leurs preuves. Donc le fondement de la démarche de Lean Analytics, c'est ce qu'on appelle la route Deming, du nom d'un ingénieur qualité américain, PDCA, avec donc ces différentes ces quatre étapes, plan, do, check, act. Donc cette logique de cycle itératif et rapide qui va être la logique vraiment de Lean Analytics et de l'amélioration continue. Qu'on va revoir, je vais vous illustrer bien sûr toutes ces quatre étapes par rapport à l'étude de cas Segos. Alors la Segos justement, donc la Segos est le leader européen de la formation professionnelle. Aujourd'hui ils ont plus de 1000 formateurs qui proposent des formations aussi bien dans le commercial, le management, la comptabilité, les finances, l'industrie, la qualité, l'informatique, l'internet, donc vraiment dans les différents secteurs d'activité. La Segos, bien évidemment, même si c'est le leader et qu'il a une notoriété très forte, sa stratégie d'acquisition de prospects est beaucoup basée sur Internet, notamment via les campagnes de liens sponsorisés. C'est un acteur qui va dépenser plusieurs centaines de millions d'euros par an en achat de mots-clés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur de la formation, mais je pense comme beaucoup de secteurs d'activité avec la crise, souffre depuis quelques années
Et même un acteur comme la Ségos est impacté par ces souffrances sectorielles. Et ce qui fait qu'au global, la conclusion, la finalité, c'est d'observer une rentabilité dégradée des investissements. Donc face à cette situation-là, on constate des coûts d'acquisition AdWords de plus en plus élevés, un taux de conversion en baisse. La Ségos a comme objectif d'identifier des nouvelles opportunités d'amélioration de la rentabilité. Donc la première étape, c'est définir le problème. Alors là, on va utiliser la méthode QQ au QCP, qui est une méthode de formalisation d'un problème. C'est déjà la première étape, parce que très souvent, une mauvaise formalisation du problème peut derrière générer des erreurs par omission. Donc, on va donc dans la méthode QQ-QCP, quoi c'est l'indicateur? En l'occurrence pour la Ségos, c'est le coût d'acquisition prospect. Qui ce sont les équipes? C'est les équipes marketing qui sont directement e-marketing impactées par ces difficultés, mais aussi l'entreprise dans sa globalité. Ou est-ce qu'il y a une partie du site ou une ligne de produit en particulier ou une campagne qui serait impactée? Dans le cas de la Ségos, c'est vraiment sur tout le site et sur toutes les catégories de formation que l'on observe ce phénomène. Depuis quelle période? C'est une évolution bien sûr qui a été lente, mais je dirais qu'elle s'est accélérée depuis février 2012. Comment on observe ce constat? On l'observe via Google Analytics, mais aussi via les statistiques internes de l'entreprise qui mesurent le nombre de conversions arrivant par le canal web et le nombre de concrétisations, puisqu'on peut s'inscrire par Internet à une formation, mais la majorité des internautes vont se préinscrire et l'inscription va se finaliser ensuite par téléphone. Donc ces stats internes Ségos nous permettent d'effectuer la jointure et la correspondance et la connexion entre les différentes sources de données. Et l'incidence au final, c'est un problème de rentabilité et un risque en interne de devoir baisser les investissements online. Parce que quand on investit plusieurs centaines de milliers d'euros en AdWords, la direction aussi peut être tentée dans des périodes de difficulté de réduire ses investissements online. Donc ça, c'est la première étape, c'est définir le problème. Ensuite, il y a toute la partie analyse de données. Alors, je vous présente ici le principe de l'arbre de décision. Le principe, tout simplement, c'est à partir de l'indicateur final. Dans le cas de la Ségos, c'est le CP1, coût par acquisition prospect, qui augmente, de hiérarchiser les indicateurs ayant une interaction directe sur cet indicateur. En l'occurrence, deux indicateurs vont influencer. C'est le coût d'acquisition visite, combien me coûte une visite, quels que soient les canaux e-marketing, et également le taux de conversion. L'objectif de l'arbre de décision va être de remonter progressivement pour modéliser toutes les interactions entre les indicateurs. L'intérêt, tout simplement, va être déjà de hiérarchiser les indicateurs et puis surtout d'identifier quels vont être les indicateurs efficients et ceux qui sont défaillants. Ça va nous permettre également d'identifier les relations de causalité entre les indicateurs et identifier les indicateurs qui vont fonctionner de pair. On observe un phénomène et ça influence directement et systématiquement un autre indicateur. Alors bien évidemment, on va combiner des critères quantitatifs, mais bien sûr, il y a aussi des critères qualitatifs qui vont rentrer en compte. Par exemple, la saisonnalité. On sait que la saisonnalité influence grandement le nombre de visites. Un dimanche pluvieux, c'est parfait pour un site e-commerce. J'ai déjà eu l'occasion aussi d'observer avec un client dans le domaine de la mode féminine un pic de trafic et de commandes les soirs de matchs de foot. Voilà. Donc il y a des phénomènes externes au site web qui vont impacter la performance du site, la conjoncture économique bien évidemment, et c'est le cas de la Ségos, le jour, la période ou l'heure, la météo. Voilà. Donc il y a tout un tas de critères sur lesquels on peut
des critères qualitatifs qui vont aussi influencer. L'important, c'est d'être capable de les identifier et c'est d'être capable de comprendre l'évolution de son trafic. On ne peut pas agir sur la météo. Par contre, on peut peut-être agir sur les campagnes AdWords quand il pleut et décider, par exemple, le dimanche, d'intensifier sa présence AdWords en fonction de la météo. C'est des choses qui peuvent concrètement se mettre en place. Donc cet arbre de décision, alors là, vous n'en avez qu'une vue partielle, mais on a énormément de branches et on remonte très très loin parce que c'est ce qui va nous permettre d'identifier très précisément les indicateurs sur lesquels on doit interagir. Ça permet aussi, je dirais, dans une optique de vulgarisation et de travail avec une société, quand on est en agence, aussi d'évangéliser, de vulgariser et de montrer aussi qu'une entreprise, quelquefois, va être focalisée sur un indicateur, par exemple la position en référencement naturel, alors qu'en fait, son influence est forte, mais elle n'est pas décisive et directe sur l'indicateur final. Alors, l'arbre de décision, c'est une méthode utilisée en ligne et en démarche qualité. Il y a d'autres méthodes qui sont expliquées, qui est la méthode des 5 pourquoi. Alors, le 5 pourquoi, tout simplement, c'est à partir d'un problème, de poser 5 questions. Et en général, à partir de ces 5 questions, on va identifier l'origine, la cause racine du problème. On a également ce qu'on appelle le diagramme d'Hiroshiwa, qui est le diagramme de cause à effet, qui va modéliser aussi les interactions au niveau des processus. Dans le cas de la Ségos, cette analyse nous a permis d'identifier un faible taux d'engagement sur des fiches formation. C'est-à-dire qu'on observe sur les fiches formation, au final, peu d'internautes qui vont cliquer sur le bouton « Ajouter au panier » qu'on voit en bas, et sur le bouton « Contactez-nous » ou sur le bouton « Pour la demande de devis ». Le constat factuel précis, c'est un faible taux d'engagement. Après, les raisons sont multiples. Est-ce que c'est un problème de qualité des visites générées? Tout simplement, les internautes qui arrivent sur le site sont par exemple des étudiants. Or, la Ségos s'adresse à des professionnels. Donc, il y a un décalage tout simplement entre le profil des internautes et le site web. Donc là, je dirais que le problème vient de la stratégie d'acquisition de trafic et par exemple des mots-clés qui ont été ciblés en référencement naturel. Est-ce que c'est l'emplacement et la forme de ce qu'on appelle les CTA, donc des call to action? Est-ce que c'est l'offre? Est-ce que c'est le fait que les facteurs de réassurance ne sont pas présents? Et donc, on a tout un tas d'explications potentielles qui peuvent aboutir à ce résultat. Donc là, on va, dans ce cas-là, utiliser ce qu'on appelle une carte de contrôle. Une carte de contrôle, je dirais, c'est un document qui va lister, par rapport à une problématique comme celle-ci, les items et les questions que l'on doit se poser pour résoudre le problème. Est-ce qu'on a un problème d'offre? Est-ce qu'elle est claire et précise? Est-ce qu'elle est compréhensible en moins de 10 secondes? Est-ce que le message de la page est axé sur l'offre? Est-ce qu'on a un problème au niveau de la proposition de valeur? Est-ce qu'elle est clairement présentée? Est-ce qu'elle est clairement perçue? Est-ce qu'on a un problème au niveau des éléments de réassurance? Est-ce qu'on a des témoignages? Est-ce qu'il est important dans ce secteur d'activité d'afficher des logos, des certifications? Identifions plusieurs moyens d'entrer en contact avec l'entreprise. Est-ce que l'appel à l'action est clairement valorisé, clairement visualisé, clairement exprimé? Voilà. Donc on a tout un tas d'indicateurs. Là aussi, vous avez une vue partielle, puisque dans ce cas précis, on a une 50aine de questions. Et en prenant toutes ces questions, on va commencer à identifier les éléments sur lesquels il faudrait travailler. Ensuite, ces actions d'optimisation, ces hypothèses d'optimisation, on va les classifier avec des critères. 1, la capacité à résoudre le problème. Plus on va mettre une note importante, plus l'action d'optimisation, on est sûr qu'elle va résoudre le problème. Est-ce qu'elle est facile à mettre en œuvre, techniquement? Est-ce qu'on peut très facilement implémenter, modifier le zoning ou les gabarits de page?
est-ce qu'on peut rapidement la mettre en œuvre? Combien ça coûte de la mettre en place? Est-ce qu'on peut en mesurer très facilement l'efficacité? Voilà. Donc tous ces indicateurs, donc il y a des pondérations, notamment sur la capacité à résoudre le problème, parce que ça reste l'indicateur fondamental, nous permettent d'identifier, de hiérarchiser les actions d'optimisation à mettre en œuvre sur le site web. Ensuite, on va déployer deux catégories d'optimisation. Il y a ce qu'on appelle les optimisations de bon sens. Tout simplement, il n'y a pas besoin non plus de tester. Si on se rend compte que le call to action, il est tout en bas à gauche, qu'il est invisible, on peut se dire que en le mettant dans une zone connue et reconnue de call to action, il va y avoir un impact. En le rendant visuellement plus en le rendant visuellement un peu plus marqué, on va forcément impacter le résultat. Donc c'est ce que j'appelle les optimisations quick win de bon sens, où là l'expérience, l'expertise nous permettent de déployer des optimisations ergonomiques au niveau du site web. Par contre, pour d'autres optimisations, on n'est pas forcément sûr de son impact. Ce n'est pas dans ce cas-là qu'on n'a pas d'expertise ou d'expérience, mais encore une fois, l'incertitude, il y a une incertitude qui existe par rapport aussi aux caractéristiques intrinsèques d'une cible marketing, ses profils spécifiques et ses attentes spécifiques. Dans le cas de la Ségos, on a décidé de déployer des tests AB. Des tests AB où donc, vous avez la version A qui est la version de contrôle et la version B qui est la version de test. On a décidé de mieux harmoniser les zones de call to action. Le bouton ajouter au panier, on le remonte. La demande de devis passe dessous. On modifie les libellés, inscription en ligne, voir les dates et lieux de formation, demande de devis, votre formation dans votre entreprise. Donc on a modifié l'emplacement, modifié les libellés. Le bouton contact, on ne le voit pas sur la copie d'écran, a été fixé sur le côté. Donc ces tests AB ont été déployés très facilement et très rapidement avec l'outil d'AB testing. C'est un éditeur WYSIWYG et très facilement on va être capable de modifier un emplacement, de modifier un libellé de bouton et de le publier sur Internet. Et en termes de résultats, on observe plus de 115% de taux de clic sur les boutons, inscription et demande de devis, plus 25% de chiffre d'affaires, et surtout un temps d'implémentation de 4 heures. Les démarches traditionnelles, sans le test, on aurait modifié les pages en y intégrant par exemple des témoignages des facteurs de réassurance. Donc déjà, on aurait pris le risque dans ce cas-là de surcharger la page parce que, en se disant, comme on ne sait pas forcément quel est l'indicateur ou l'élément qui va générer un meilleur taux de clic, on va bourrer au maximum. Et puis quelque part, on va mettre en ligne, on va mobiliser les équipes de développement, les équipes ergonomiques, les équipes de design, et puis au final, on ne va pas être certain du résultat. Là, au moins, le test permet en 4 heures, le test a été implémenté en 4 heures, très rapidement, de générer des premiers résultats et d'apprendre en permanence avec ce test. On aurait pu se planter et avoir des résultats plus faibles que la version de contrôle, mais quelque part, pour moi, c'est aussi une réussite parce que c'est un enseignement. Et un enseignement est toujours une réussite, cette capacité-là à connaître le client. Du coup, on a pu déployer ces optimisations sur l'ensemble des fiches avec la certitude que cette optimisation allait fonctionner d'un point de vue du résultat. Donc c'est plus confortable pour tout le monde. Alors les bénéfices de cette approche, déjà c'est des résultats rapides. On le voit dans le cas de la Ségos, très rapidement on a déployé les tests, très rapidement on les mesure et on voit le résultat. Ensuite, on va s'inscrire dans une démarche permanente d'itération, de cycle court, d'amélioration continue. On est pur user-centric, c'est-à-dire qu'on est vraiment centré autour de l'utilisateur. On recueille son feedback et en fonction de son feedback, on réoriente la stratégie. Et puis aussi, ça permet d'optimiser les ressources techniques, financières, humaines en ne déployant les actions, je dirais qu'une fois
les enseignements validés. Hein. Dans le cas de la Ségos, quand on va voir le service technique et qu'on leur demande d'impacter ça sur l'ensemble du site, on peut aussi argumenter en montrant l'impact du test. Et là, dans ces cas-là, c'est très facile d'obtenir gain de cause pour que les choses évoluent. J'en ai terminé sur la partie de Lean Analytics, donc sur cette étude de cas. On va rapidement terminer par rapport à des valeurs clés autour du Lean Analytics. La première valeur, c'est baser ses décisions sur des faits et non sur des intuitions. L'intuition est importante, mais c'est le point de départ de ces expérimentations. Reconnaître qu'il existe pourtant toujours des problèmes et apprendre à les voir. Toyota, systématiquement, enfin vraiment dans l'approche Toyota, c'est un message clé. Il y a constamment des problèmes et c'est constamment grâce à cette capacité, cette maturité à mesurer, identifier les problèmes, à voir ces problèmes, qu'on adopte une démarche d'amélioration continue et qu'on tend vers une qualité si forte de produit. On va rechercher systématiquement et rapidement aussi le feedback utilisateur. On va tester pour déployer les optimisations avec certitude quand un doute existe. Encore une fois, des fois, il faut aussi avoir du bon sens quand on sait précisément que telle évolution va impacter le résultat. Et puis, aussi en termes de philosophie, il faut apprendre de toute expérience, et y compris d'un échec, parce que, encore une fois, la capacité à mesurer et à comprendre le comportement du client est aussi une forme de réussite. Alors, suite à cette conférence, donc, nous sommes en train, avec le concours donc, de Progress Partners, de rédiger le premier livre blanc francophone sur le sujet du Lean Analytics, où on approfondira les différents points qui ont été présentés lors de cette conférence, et également on vous apportera d'autres informations avec la présentation des outils de recueil du feedback client, la présentation des outils de diagnostic de problèmes, hein, les diagrammes de cause à effet, la méthode des 5 pourquoi, démontrer aussi comment on peut exploiter une démarche de Lean Analytics dans un projet de référencement naturel, hein, SEO, et puis tout ça bien sûr sera illustré par des témoignages de spécialistes de l'agilité, du Lean et du Web Analytics. Donc, ce livre blanc sortira le 15 novembre et vous pouvez déjà vous inscrire pour laisser votre adresse email et être averti du lancement sur le site de l'agence. Avant de répondre à vos questions, je terminerai sur deux citations qui pour moi sont symptomatiques et révélatrices de la philosophie du Lean. La première, celle d'Albert Einstein. Nous ne pouvons espérer résoudre nos problèmes majeurs avec le même mode de pensée qui les a générés. Et enfin, une citation de Proust. La vraie découverte ne consiste pas dans la recherche de terres nouvelles, mais dans le fait de voir avec des yeux nouveaux. Donc pour moi, ce sont vraiment deux philosophies qui s'appliquent particulièrement au Lean, parce qu'au-delà d'outils, de méthodes, de concepts, le Lean et Lean Analytics, c'est avant tout une philosophie, un état d'esprit. Je vous remercie et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Oui. Ok, je le refais avec le micro. L'exemple que tu prenais sur l'itération courte, par exemple, de test A/B testing, de modification de la page, je comprends bien le principe. Par contre, sur un site comme ça, comment tu peux l'implémenter de manière courte dans les 4 heures que tu donnes? C'est via un outil externe? C'est l'outil en fait d'A/B testing qui est utilisé. Et qui s'appelle Visual Website Optimizer, qui en fait, mais Chameleon, qui est aussi un autre outil, fonctionne sur ce principe, où en fait, il suffit d'intégrer le code, un code une seule fois dans le code source des pages, et ensuite on a accès à un éditeur WYSIWYG qui permet de modifier en fait l'aspect des pages sans connaissance technique. Bon, quelques petites connaissances HTML et dans certains cas en jQuery peuvent être utiles, mais globalement, quand on touche à des modifications de texte, d'emplacement, de couleurs, bah, c'est des choses qui se font hyper facilement et peuvent être mises en ligne très rapidement. Une autre question ?
Tout d'abord, merci parce que c'était vraiment très clair. J'ai une question plutôt sur le Lean Startup. J'ai bien compris les avantages d'une telle technique, comment ça pouvait, notamment à travers l'exemple de Groupon, mais j'aimerais savoir quelles sont les limites d'une telle technique, les inconvénients, s'il y a des pièges à éviter à propos du Lean Startup. Les limites, c'est qu'on ne... on peut pas, dans le cas de Groupon, c'était assez simple de créer un PMV, un produit minimum viable, via un blog WordPress. Donc on peut, via un investissement modique, très rapidement recueillir des premiers enseignements. C'est pas toujours applicable dans certains concepts et types de sites. Donc ça, voilà, ça serait la limite à avoir. Après, non, je vois pas forcément. Enfin, je trouve que cette démarche globalement est quand même très très adaptée au lancement de produits innovants et de produits et de sites internet, et parfaitement adaptée aussi à cette incertitude. Voilà. Après, ce que je dis aussi, c'est quand je parle des optimisations de bon sens, c'est que quand on est dans cette démarche de lean et de test, il ne faut pas non plus enfoncer des portes ouvertes. Parce que mettre en place un test, quelquefois, pour se rendre compte d'une chose qui est reconnue systématiquement par les observations, c'est pas forcément utile. Donc il ne faut pas non plus être, je dirais, un ayatollah du lean. Dans certains cas, on sait qu'on a tel problème et on connaît la solution et on n'a pas besoin de passer par le test pour la déployer. À un moment, tu parles de méthode de 5P et de diagramme d'Hiroshima. Hiroshima. Ah, Hiroshima, d'accord. Okay. Parce que je connaissais le diagramme d'Ishikawa, en fait. Et c'est pas celui-là, en fait. Non, non, non. Ah, je le connais pas, alors. Hiroshima. Oui. Ok, ouais, c'est bon. Voilà. Merci. Oui, ça concernait en fait la mesure de la performance liée à la démarche Lean. Concrètement, comment on mesure cet apport? Tu évoquais la partie finance, la partie humaine. Donc le Lean a des indicateurs, et quels sont ceux appliqués au Lean Analytics dans cette démarche globale? Alors, il y a un indicateur, bien sûr. Alors, l'indicateur le résultat qu'on attend de tout ça, c'est du trafic, du chiffre d'affaires, un nombre de leads en augmentation. Donc ça, mais je dirais que c'est l'indicateur de toute démarche de web marketing. Par contre, pour moi, ce qui doit aussi se différencier dans l'approche Lean Analytics, c'est la vitesse d'obtention du résultat et les ressources qui ont été mobilisées, techniques, financières et humaines. Voilà. Donc c'est bien sûr le résultat final, mais on doit le corréler, l'analyser par rapport à la vitesse et par rapport aux mobilisations qui sont effectuées d'un point de vue technique, financier ou humain. Voilà, et le temps c'est de l'argent aussi. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Je vous souhaite un bon salon, une bonne conférence, et je remercie beaucoup la personne qui m'a prêté sa machine parce que j'ai eu une petite panne